Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien déjà parce que pour moi c'est la première fois sur l'animation d'une conférence au Zero to One. Je m'appelle Caroline. Si j'anime cette conférence, c'est parce que je fais partie de la communauté H7. Je travaille pour Weekend, qui est une société qui accompagne les entreprises dans leur décarbonation, notamment grâce à des programmes de formation et d'accompagnement. Des programmes collectifs, c'est une valeur auquel on croit beaucoup. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Yvan de Kersiz, qui est Chief Revenue Officer d'Electra. Donc très rapidement, parce que je vais en reparler après, Electra installe et opère des stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. Et du coup, on va échanger avec Yvan autour de ce sujet. Merci Yvan déjà d'être présent avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Yvan, tu as débuté ta carrière chez Complot en tant que Head of Marketing. Puis ensuite, tu as passé 7 ans chez une entreprise qu'on connaît bien, qui s'appelle Blablacar. Tu as occupé divers postes, que ce soit Project Manager, Country Launcher en Allemagne notamment, et Head of Marketing Strategy and Analytics. Donc tu as vraiment vu l'expérience entrepreneuriale de Blablacar. C'est quoi les apprentissages que tu as pu tirer de cette expérience chez Blablacar qui, j'imagine, t'a beaucoup influencé? Alors, Blablacar, c'était mon premier, on va dire, vrai travail. Et j'y suis resté 7 ans. Et du coup, en 7 ans, c'est assez particulier de rester aussi longtemps dans une boîte et on a le temps de voir vraiment différentes phases. Donc, quand je suis arrivé en 2015, c'était un peu la folie des grandeurs. On avait levé 100 millions, puis 200 millions d'euros. On ouvrait 20 pays. Après, premier bump sur la route. On se fait challenger sur la France. Il y a des pays qu'on lance qui ne marchent pas. Donc, c'était un peu moins la hype, on va dire. Ensuite, le Covid, alors là, c'était clairement la catastrophe parce que du jour au lendemain, on est passé à 0 € de revenus. Puis, il y a eu la guerre en Russie et en Ukraine. Et pour nous, la Russie, c'était notre premier marché en termes de nombre de passagers et l'Ukraine, notre second marché. Donc, encore un séisme. Et donc, en fait, pour moi, passer 7 ans et voir en fait toutes ces étapes dans une boîte, ça m'a appris l'importance de la culture en entreprise. Et je vais vous montrer 2 exemples assez particuliers moi, qui m'ont marqué. Le premier, quand tu as une culture forte, c'est que tu sais célébrer les bons moments. Et donc tu crées des moments qui réunissent les personnes, mais autres que juste on se retrouve pour faire la fête et danser. Typiquement, tous les ans, on avait ce qu'on appelait le Blabla Show, où chacun venait faire un talent show et donc faire, je sais pas moi, des sketchs, tu vois, humoristiques, une pièce de théâtre. Moi, j'avais fait une danse en tutu, tu vois. Enfin, tu faisais un peu ce que tu voulais. Mais ça, moi, faire une danse en tutu devant 500 personnes, bah là, j'étais super stressé avant de le faire. Et c'est un truc un peu comique, hein, c'est pour ça que j'avais un tutu. Mais du coup, c'est assez incroyable de se dépasser sur autre chose que le travail. Donc là, c'était des valeurs de créativité. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et le second élément, c'est quand ça va mal, typiquement la guerre en Russie et en Ukraine. Moi, je me rappelle de calls avec des collègues qui te disent «Attends, là, je quitte le call, je vais dans mon abri anti-bombe». Alors déjà, tu sais pas trop comment réagir quand tu vois ça. Et la façon dont se comporte la boîte dans ces moments-là pour accompagner les salariés et faire un extra mile là où elle n'est pas forcément attendue, moi, sur le moment, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'avais un attachement assez profond à la boîte. Et je pense que ça, c'était partagé par beaucoup d'employés parce qu'on a vu que malgré les succès et les échecs de la boîte, comme je vous ai partagé, les gens restent très longtemps chez Blablacar. Donc en fait, si on prend le COMEX, les gens sont là depuis environ 7 ans. Donc il y a un vrai attachement à la mission. Et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à la culture d'entreprise très forte qu'ils ont créée. Donc premier learning, c'est investir sur la culture d'entreprise, c'est vraiment un moyen de retenir les talents. Et le second apprentissage que j'ai eu, et là pareil, c'est vraiment une corrélation sur le fait d'être resté 7 ans, 7 ans. Quand tu restes 7 ans, tu as le temps de voir différentes phases de la boîte. Et donc j'ai vu le moment où la France marchait très bien. Après, il y avait le Covid. Quand il y avait le Covid, la France marchait moins bien, mais le Brésil explosait. Après, c'est la Russie et l'Ukraine qui grandissaient très vite. Aujourd'hui, c'est l'Inde. Et là, pour moi, ce que j'ai appris, c'est faut vraiment, et c'est peut-être évident, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir une diversification géographique, ça a une valeur énorme quand tu veux, sur le temps long, en fait, résister à des changements globaux du style guerre, Covid, etc. Super intéressant, donc la culture d'entreprise et finalement l'expérience de ses capacités d'adaptation grâce à cette diversité géographique. Maintenant, Yvan, tu travailles chez Electra. Tu es arrivé en 2022 en tant que Chief Revenue Officer.
Alors moi, c'était pas un poste dont j'avais beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de postes en start-up, donc on en reviendra pour expliquer ce terme et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Quelques mots sur Electra peut-être, et tu pourras compléter si je n'ai pas tout dit. Donc Electra voilà, est centré sur l'installation de stations de recharge rapide pour véhicules électriques donc en Europe. Vous êtes présent dans 9 pays, vous avez même plusieurs bureaux, donc il y a aussi de la diversité géographique. Il y a 200 salariés, vous avez une forte ambition. Actuellement, il y a plus de 200 stations installées en Europe. Vous voulez en déployer plus de 1000. Donc c'est vraiment une ambition voilà, d'ici 2030. Sur tout le territoire, sur tous les territoires que vous couvrez, vous avez levé pour arriver à cet objectif 600 millions d'euros en phase de seed, de série A ou de série B. Yvan, j'ai un peu une question justement par rapport à voilà, cette entreprise. Peux-tu m'en dire plus sur ton rôle de Chief Revenue Officer et qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien d'être Chief Revenue Officer chez Electra? Ouais, bien sûr. Donc déjà, pour comprendre ce que c'est ce rôle, il faut prendre un peu de recul et visualiser les 3 étapes différentes de la vie d'Electra. Nous, concrètement, quand on ouvre un pays, au début, il ne se passe rien, il n'y a pas de station, etc. Donc il faut d'abord trouver où est-ce qu'on va installer les stations. Et donc là, il y a une équipe de développement qui va aller trouver des centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, idéalement bien situés, et négocier avec eux pour leur payer un loyer et installer une station sur place. Après, il y a une seconde équipe, l'équipe opération, qui va construire les stations. Donc là, c'est vraiment de l'infra. C'est comment tu parallélises 60 chantiers en parallèle un peu partout en Europe pour sortir tes stations de terre le plus rapidement possible. Et après, il y a une troisième équipe, l'équipe revenu. Et là, son ambition, c'est remplir les stations. Et là, nous, le challenge qu'on a, c'est qu'on vend une commodité. En fait, l'électricité, que tu l'achètes chez Electra, chez Tesla, chez Total, c'est à peu près la même. Hein. Et donc concrètement, nous, et c'est vraiment la mission de l'équipe revenu, c'est de faire en sorte que demain, quand tu as besoin de te recharger, tu fasses un petit détour pour venir chez nous, plutôt que d'aller dans la station la plus proche qui est un concurrent. Si on arrive à faire ça, c'est là où on aura les meilleurs taux d'utilisation de nos stations, et c'est là où on créera le business le plus rentable du marché. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. Et au quotidien, concrètement, pourquoi ça s'appelle revenu? En fait, de façon assez simple, hein, c'est parce que nous, on a des clients B2C, des clients B2B. Les clients B2C, on va les adresser principalement avec des leviers marketing. Les clients B2B, qui représentent entre 20 à 70% des recherches sur une station donnée, cette différence, elle vient du fait qu'une station, typiquement dans le centre de Paris, elle a un fort taux d'utilisation B2B. Une station au milieu, dans la banlieue, je ne sais pas de quelle ville, enfin au milieu de la Pampa, elle a peu de B2B, hein, on peut facilement l'imaginer. Donc ça varie en fonction de ça, mais du coup, pour revenir à ce que je disais, l'équipe marketing focus B2C, l'équipe BizDev focus B2B, avec des sales et des account managers. Après, il y a le pricing, la brand, et tous ces leviers-là nous permettent de maximiser l'utilisation des stations, et du coup, avoir une seule équipe, ça permet d'avoir un ownership très fort et une accountability très forte sur les KPI de revenus. Moi, mon but, c'est que des gens viennent en station, que ce soit du B2B ou du B2C, et on va tous travailler ensemble pour remplir la station. Donc concrètement, aujourd'hui, l'équipe, on est 15 personnes. Il y a 3/4 de personnes qui sont en BizDev, parce que c'est là où on a les leviers qu'on arrive vraiment le plus à contrôler pour attirer du trafic en station. Typiquement, si demain, on travaille avec Colissimo, par exemple. Colissimo, quand on met un badge Electra dans le van Colissimo, il vient que chez Electra, parce que le badge marche que chez nous. Donc là, on a 100% de sa chair à voler de recharge, ça c'est hyper puissant. A l'inverse, le B2C, c'est assez dur. Demain, il y a des fortes chances que vous allez regarder quelle est la station la plus proche, quelle est la moins chère pour choisir. Et donc, on a des leviers d'action qui, aujourd'hui, sont moins impactants que le B2B, d'où la répartition de staffing dans l'équipe. Super intéressant, merci. Et je pense qu'on entend beaucoup parler du marché de l'électrique, mais c'est un marché qui est en pleine croissance, dont on parle beaucoup, mais finalement, on n'en sait pas tant. Donc, ce que tu nous as expliqué, c'est que Electra a ce fonctionnement en 3 équipes, avec le revenu quand même qui est un peu le moteur pour suivre ses KPI. Finalement, Electra doit s'adapter tout le temps, et notamment sur ce marché en pleine croissance. Vous devez tester plein de choses, j'imagine, que ce soit sur l'acquisition avec l'équipe marketing sur le B2C, le CRM ou bien comment fidéliser aussi vos clients. Justement, peut-être pour donner du contexte sur Electra, c'est quoi votre positionnement sur ce marché qui est en pleine croissance et donc comporte d'autres acteurs? Alors, le marché du véhicule électrique et donc par ricochet de la recharge, c'est assez particulier. Hein, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a moins de 3% des véhicules qui sont électriques. Donc nous, on est sur un marché
qui est en train de se créer. Et la tension, elle vient du fait que le marché est encore petit, mais l'infrastructure qu'on installe, donc les stations, on les installe pour les 20 années à venir. Nous, quand on signe un contrat pour installer une station, c'est des baux de 15 à 20 ans. Donc on crée une infrastructure énorme et le marché est encore petit. Et donc c'est très important d'arriver à récupérer le trafic existant pour en fait créer une boîte rentable assez vite et qui ne soit pas rentable dans 10 ans. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Surtout quand en face de toi, tu as des personnes comme Total, EDF, Engie qui ont des poches assez profondes et qui peuvent attendre longtemps. Donc il faut que tu arrives à gagner la course. Donc concrètement, une fois qu'on a dit ça, il y a 3% de véhicules électriques. Mais si on regarde les ventes, c'est 16 à 18% des nouveaux véhicules vendus qui sont électriques en France. Et donc c'est un marché où tout le monde arrive et le découvre. Et nous, notre positionnement, on veut prendre un peu le contre-pied de le véhicule électrique, c'est souvent vu comme une contrainte aujourd'hui. Ah, l'Europe force, tout le monde à passer à l'électrique d'ici 2035. Ah, il y a les ZFE en ville qui forcent tous les B2B à passer à l'électrique. Nous, notre but, notre ambition, c'est d'enthousiasmer les personnes sur l'électrique. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture électrique, mais c'est génial. Enfin, il n'y a pas de bruit, pas de vibration. Quand on recharge, il n'y a pas l'odeur de l'essence, on est tranquille. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on charge en 10 à 20 minutes, c'est assez rapide. Des bornes de recharge, il y en a partout. Donc franchement, c'est chouette. Et donc nous, tout notre positionnement, c'est de montrer qu'en fait, la recharge, elle est simple. Et donc concrètement, sur notre application, on peut réserver une borne à l'avance, donc pas le stress de savoir s'il y aura du monde ou pas. Il y a des petites fonctionnalités comme ça qui facilitent le quotidien, et c'est rapide. Nous, on fait que de la recharge rapide. Donc concrètement, c'est des bandes de 200 à 400 kW. Et ça, en termes plus concrets, ça veut dire que tu charges en 20 à 30 minutes. Donc c'est pas la borne chez toi, la petite prise qui va charger ta voiture en une journée de recharge. Donc nous, notre positionnement, c'est créer ce côté un peu sympa et enthousiasmant de la recharge. Et après, moi, la partie que j'adore sur ce boulot, c'est qu'il n'y a pas de playbook. Parce qu'en fait, aujourd'hui, personne n'a réussi à gagner le marché de la recharge. Et donc, c'est vraiment à nous de comprendre, OK, mais est-ce qu'on met nos efforts sur le B2C? Ou est-ce qu'on met nos efforts sur le B2B? Et puis, le B2B, quelles sont les verticales qui marchent bien? Il y a plein de verticales différentes en B2B. Typiquement, on travaille avec G7, avec Bolt. Eux, ils vont nous pousser auprès de leurs chauffeurs. Et donc c'est presque du B2B2C en fait, parce que quand on fait un partenariat avec Bolt, c'est pas Bolt qui décide où se chargent les personnes. Donc c'est eux qui vont pousser des prix réduits à leurs chauffeurs. Et là, typiquement, Bolt, ils ont lancé aujourd'hui une opération avec nous où ils vont financer la recharge des chauffeurs pour leur permettre d'avoir une baisse de prix de 60% pendant 3 mois. Et donc, comme ça, pendant toute la période des JO, ils pourront se recharger à bas prix sur toutes nos stations. Donc ça, c'est une idée qu'on a explorée. Mais on travaille aussi avec les loueurs de voitures. Et alors là, pareil, tu te dis, mais les loueurs de voitures, est-ce que je leur permets de se recharger quand ils sont au dépôt? Ou est-ce que j'essaie de targeter leurs clients finaux? On travaille avec tout ce qui est last mile delivery, donc Amazon, Colissimo, DPD. Alors là, c'est encore différent parce que c'est pas du B2B2C, c'est au contraire. Le gérant, enfin le prestataire Colissimo, il dit à son chauffeur, tu vas chez Electra, bam, 100% d'achat à voilette. Donc ça, c'est assez puissant. Mais donc ce que j'essaie de vous montrer là, c'est qu'il y a plein de verticales possibles. Et nous, depuis 1 an, on va de découverte en découverte en fait. Et là, je pense que c'est applicable à n'importe quel business. Pour moi, la clé, quand tu dois créer un playbook qui n'est pas écrit à l'avance, c'est être ultra proche du terrain. Et ça, moi, je m'en suis un peu éloigné récemment et donc je suis vachement revenu dessus parce que c'était une erreur que j'ai faite. Maintenant, je fais du call toutes les semaines, je fais du pitch toutes les semaines parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien nos end-users ou pas assez. Et surtout, nous, on est dans nos jolis bureaux dans le centre de Paris. On est tellement loin de la réalité business qu'il faut qu'on soit super proche du terrain pour adapter notre stratégie en continu à n'importe quel échelon de l'équipe. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à craquer en fait, des nouveaux use cases continuellement. Donc être proche du terrain, et 2, et là pareil, c'est quelque chose peut-être qui est évident, mais être ultra data-driven, parce qu'encore une fois, dans nos bureaux sympas, en vert, on peut faire plein de convictions et plein d'opinions, mais la réalité, c'est qu'il faut vraiment tout le temps regarder la réalité des chiffres, se challenger, et que ça vienne éclairer en fait, la stratégie de l'équipe. Et ça, pour moi qui venais de Blablacar, qui était une boîte quand même plus installée, j'ai fait une très longue réponse, désolé, mais c'était un vrai apprentissage parce que chez Blablacar, nous, les head-off typiquement, ils avaient un ownership très fort. Donc moi, les gens que je manageais, je les laissais super autonomes. Mais parce que c'était un business qui était assez mûr en fait. Donc ça tournait, et donc justement tu les laisses très très autonomes. Et puis la réalité c'est qu'il n'y a pas de grosses décisions à prendre, pas de gros choix strat, et donc ça tourne. Là c'est super différent.
Et je réalise que du coup, il faut vraiment que j'adapte ma façon de manager et que je sois beaucoup plus hands-on, beaucoup plus proche des équipes, parce qu'on passe notre temps à co-construire la stratégie, à la changer. Et donc, dans cette phase de build, il faut avoir une vraie proximité avec les équipes. Et ça, je trouve ça assez intéressant du coup de comprendre qu'en fait, en fonction du stade de maturité de la boîte, il faut vraiment adapter son style managérial à ça. Finalement, deux expériences assez différentes, même si ça reste en start-up. Et effectivement, je te rejoins je travaille aussi sur les sujets climat, et c'est vrai que le côté enthousiasmant, beaucoup de personnes vont à reculons avec tout ce sujet autour de l'écologie punitive, mais remettre de la fonctionnalité, de l'expérience. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça maintenant sur les sujets climat, et je trouve que c'est intéressant ce positionnement que vous avez. Et je pense qu'on vous rejoint avec le fait de ne pas tout prendre sous la contrainte, mais de prendre ça comme une opportunité d'améliorer son expérience de conduite, son quotidien, grâce aux services proposés, et c'est ça qui vous démarque aussi. Sur le playbook, justement, bon, tu as un peu répondu en partie à la question d'après, mais peut-être avant de repartir sur les partenariats, on avait discuté, donc on a parlé de ces stations qu'on installe. Est-ce que tu peux rapidement nous dire quels sont les critères pour choisir cet emplacement, et comment vous identifiez les bons lieux, parce que finalement tout dépend aussi de ça, et surtout dans ce contexte de, comme tu dis, il y a tout à faire, tout à écrire sur ce marché. C'est quoi un peu votre méthode et votre modèle aussi pour les rentabiliser finalement, vu que tu es au cœur du sujet? Ouais. Alors nous, notre malédiction, c'est que quand on installe une station, c'est pour 15 ans. Et ça, franchement, c'est horrible parce que quand tu lances une boîte, tu veux pouvoir tester, itérer, apprendre. Nous, quand on installe une station, non seulement ça nous coûte 400 000 euros à installer, et en plus, elle est là pour 15 ans. Donc franchement, il y a un peu de pression sur les équipes qui doivent choisir. Et les stations, on en ouvre 4 à 5 par semaine. Donc il faut vraiment avoir un process qui tourne là-dessus. Donc je ne sais pas si on l'a craqué, mais en tout cas, je suis confiant qu'on fait notre maximum avec les informations qu'on a. Et donc je vais vous partager un peu la méthode qu'on utilise. Le premier input, il est ultra quanti. C'est un outil qu'on a développé en interne qui modélise les flux de trafic en fait, sur un point GPS donné. Et ça, il va prendre en compte, le trafic captif. Donc typiquement, on installe beaucoup de stations sur les supermarchés. Un Leclerc qui fait 5000 tickets par jour, on sait que ces gens-là, ils vont un jour s'électrifier. Ça te garantit une certaine forme de trafic. Tu as le trafic en itinérance, donc être proche d'un axe routier avec 10 000, 50 000, 100 000 voitures qui passent tous les jours, énorme upside potentiel. Et donc, on a créé cet outil en interne qui nous permet de modéliser potentiellement le trafic futur. Mais la réalité, c'est que ce modèle, il fait des hypothèses, hein. Il est loin d'être exact. Donc le second élément qui compte, c'est l'expérience en station. Parce que tu peux avoir une super station à côté d'un axe autoroutier, mais s'il n'y a pas de toilette, s'il n'y a pas de restaurant, si elle n'est pas visible depuis la route, ça c'est super important. Si quand tu y es, c'est vraiment, tu restes comme 20 minutes, hein. Donc c'est pas cosy, bah, franchement les gens ils reviennent pas. Donc tu as un vrai côté expérientiel à ça. Et après la chance qu'on a, c'est qu'on a déjà quand même installé un peu moins de 250 stations, et donc tu as le retour d'expérience des stations existantes. Et là, on passe notre temps à essayer de comprendre, OK, est-ce que c'est les hôtels qui marchent le mieux? Est-ce que c'est les supermarchés, les centres commerciaux? Est-ce que cette réponse-là, elle change en fonction de la région dans laquelle tu es? Et donc là, ce qui est super, c'est qu'on fait ensuite des feedback loops. Et donc aujourd'hui, la France, qui est notre marché le plus mature, où il y a environ 200 stations, permet d'éclairer toutes les décisions qu'on prend dans les 8 autres pays qu'on a lancés. Et donc, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, parce que forcément, nos premières stations, je ne vais pas vous cacher, ce n'était pas les mieux placées, hein. Au début, on devait juste en sortir pour exister. Mais maintenant, je suis assez confiant sur le fait qu'on arrive à s'améliorer de façon incrémentale et que nos stations, on les place de mieux en mieux. Surtout que sur la partie feedback loop, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on regarde aussi les chiffres de la compétition qu'on arrive à scraper. Et donc on apprend de nos erreurs, on apprend aussi celles des autres. Et ça, c'est super précieux parce que, en fait, si tu arrives à scraper tout le trafic en Europe existant, au bout d'un moment, tu arrives à en tirer quand même des bonnes conclusions. Alors oui, aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état sera le monde dans 10 ans, 15 ans, tu vois, en termes de trafic. Mais au moins, on peut optimiser avec les données qu'on a actuelles. Oui, donc finalement, évidemment, la data, elle est au cœur de votre prise de décision, et on voit bien dans ta réponse ces capacités d'itérer qui sont vraiment au cœur, surtout sur un marché qui est en plein changement. Moi, je trouve ça vraiment fascinant de se dire que demain, quand on va prendre notre voiture, l'expérience, elle va être complètement différente. Quand on voyage, en fait, on ne va pas s'arrêter à la station essence, on va s'arrêter pour charger sa voiture. Je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas encore savoir ce que c'est. Et du coup, comme tu dis, être proche du terrain, ça permet vraiment de bien comprendre les besoins, et aussi de gagner une position de leader sur ce marché.
Comment tu t'assures que cette station elle génère du revenu une fois qu'elle est installée? Parce que finalement, comme tu dis, elles sont là pour 15 ans. C'est quoi les actions pour continuer après à optimiser en dehors là, de ce pilotage de data que vous faites? Tu as commencé à l'aborder, ça fera le lien avec la suite sur les partenariats notamment. Alors aujourd'hui, d'abord, comme je vous disais au début, hein, l'équipe elle est faite à 75% de gens qui bossent sur la verticale B2B. Donc aujourd'hui, le premier levier qu'on a identifié, et c'est vraiment une pelote de laine hein, qu'on déroule, c'est OK, le B2B, en fait, on arrive à loquer les gens dans notre écosystème. En plus, nos compétiteurs, ils ne leur parlent pas. Donc il n'y a pas vraiment de compétition. Donc on va leur faire un produit dédié où ils voient la consommation de leur flotte en temps réel, où ils ont des badges ou une application, ils peuvent réserver leurs bornes, ils ont un tarif dédié. Donc ça, moi j'y crois beaucoup, notamment parce que le B2B, il est drivé par des process et des décisions qui sont faites par la direction achat. Et donc en fait, encore une fois, hein, le chauffeur Colissimo, c'est pas lui qui décide où il va charger, il fait ce que son boss lui dit. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que j'arrive à loquer en fait, et avoir 100% de sa share of wallet. Donc ça, pour moi, c'est le paradis. Une fois qu'on a dit ça, reste le B2C. Et le B2C, ça reste 70% de nos charges au global. Et donc comment on va aller capter ce trafic-là? Et nous, on fait deux paris, et on verra si ça paye ou pas. Le premier, c'est que les B2C, notre pari, c'est qu'il ne comprend pas grand-chose, puis il s'en fout un petit peu en fait, de tout ça. Il veut la simplicité. Et donc, on travaille avec tous les constructeurs automobiles pour s'intégrer dans la voiture. Et ce que nous, on veut, c'est que demain, ton GPS, comme on a négocié avec le constructeur automobile des prix, on les fait des prix plus bas, qu'on a intégré une super expérience client dans la voiture, elle te dit directement, bah, tu vas chez Electra. Et ça, franchement, c'est génial parce que tu as plein de gens qui veulent juste la simplicité, notamment dans un marché au début où les acteurs mettent du temps à s'éduquer sur les différentes options. Donc je dirais que le premier volet, c'est le côté très intégration partenariale dans la voiture. Et le second, c'est... enfin, il y en a plutôt trois. Donc la voiture. Le deuxième, c'est comment tu es présent au moment... Comment tu captes l'intention de recharge. Donc l'intention de recharge, c'est je tape sur Google Maps station de recharge, ou je tape sur un IMSP. Un IMSP, c'est une application qui agrège plein d'opérateurs. Je cherche une station dessus. Donc comment à ce moment-là tu positionnes Electra comme étant le choix numéro 1. Donc là c'est un travail soit de paid ads, de SEO, soit de partenariat avec les IMSP. Et le troisième volet, c'est comment tu gardes les gens chez toi. Et alors là c'est vraiment de l'exploration qu'on est en train de faire, mais on travaille avec un super freelance sur une maison de pricing en ce moment pour comprendre, ok, est-ce qu'on devrait faire un modèle d'abonnement? Est-ce qu'on va faire un programme de fidélité? Est-ce qu'on fait un système d'heures creuses, heures pleines, où par exemple tu payes plus cher quand tu viens entre 14h et 19h et moins cher le reste du temps? Et ça, le pricing, c'est aussi un super levier pour arriver à loquer les gens dans ton écosystème, mais on est en phase d'exploration, donc on l'a pas craqué. Mais le freelance est super, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous passer ses contacts. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup de sujets à explorer et ça a l'air super intéressant sur ce marché en plein mouvement. Donc, si je résume un peu, donc finalement, vous avez vu une opportunité dans le B2B hein, pour augmenter à la fois vos clients pro, donc tu en as parlé plusieurs fois, mais aussi le B2B, c'est un moyen d'atteindre plus facilement les particuliers, un peu comme les navigateurs sur les ordinateurs. Finalement, on aurait les stations Electra recommandées dans notre voiture. Vous avez tissé notamment des partenariats, donc moi j'avais noté Stellantis et Honda. Comment vous les avez identifiés, notamment cette opportunité et voilà justement comment vous avez dans ce marché en pleine croissance vu cette opportunité, vous êtes allé vers eux? Alors si on prend un peu de recul, comme je vous disais aujourd'hui, il y a 3% de véhicules qui sont électriques en France, 97% qui ne le sont pas, ils vont le devenir dans les années à venir. Qui est le mieux placé pour parler aux acheteurs? C'est les constructeurs automobiles. Donc nous, c'est comme ça qu'on s'est dit faut qu'on arrive à discuter avec eux. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs automobiles, ils ont un vrai enjeu. C'est que si demain, vous achetez une voiture et que vous ouvrez votre GPS et vous cherchez une borne de recharge, vous allez voir des milliers de points. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais des bornes de recharge, il y en a partout, partout, partout. Et donc, c'est un peu comme si le samedi soir, vous êtes en famille ou avec vos amis, vous voulez regarder un film et vous allez sur YouTube. Genre, personne ne fait ça, quoi. C'est l'angoisse. Tu es totalement perdu. Nous, ce qu'on dit à ces constructeurs, c'est n'allez pas sur YouTube, allez sur Netflix. Et donc concrètement, il faut créer une expérience beaucoup plus sélective pour le end user. Et on ne dit pas, évidemment, ne mettez que Electra. Hein. Mais on dit, en France, et ça c'est une réalité, il y a peut-être 2, 3, 4, 5 maximum opérateurs de bornes de recharge qui offrent un service de qualité, où c'est rapide, où tu as des prix qui sont justes, où tu as des toilettes, un restaurant, etc. à côté.
Et on leur dit en fait, sélectionnez les bons et maîtrisez l'expérience client de bout en bout. N'envoyez pas, en fait, si vous demain vous envoyez vos clients sur une station pourrie ou vous chargez en une journée où la borne ne marche même pas, ils vont vous en vouloir à vous. Donc nous, notre grand cheval de bataille, c'est on leur explique qu'il faut qu'ils contrôlent l'expérience client de bout en bout. De fait, comme on offre un service fiable et rapide, ça nous met dans le game. Et après, s'il y a d'autres concurrents, on est très content parce qu'en fait, dans tous les cas, le gâteau il va être large et on va se le partager. Mais pour vous donner des chiffres là-dessus, hein, en France, il y a 25% des sessions de charge qui échouent. Donc une fois sur quatre, vous arrivez à la borne, elle ne marche pas. En fait, c'est un marché où on pense que c'est... Enfin, sur le thermique, on est habitué à brancher l'essence et ça, enfin, plugger l'essence et ça coule. La différence, c'est une station de recharge, il y a une borne. Et une borne, c'est un objet connecté. Votre voiture, c'est un objet connecté, il faut qu'il se parle. Et c'est un peu comme vous, quand vous voulez brancher votre ordinateur à l'imprimante. Bah, ça ne marche jamais. Bon, bah là, ça ne marche pas une fois sur quatre. Et en fait, nous, ça marche. C'est pas 75% des sessions qui marchent, c'est 99%. Donc quand vous venez chez Electra, ça fonctionne. Et en France, il y a ça aussi avec, on va dire, Tesla, Fastned, Unity, il y en a quelques-uns comme ça, qui offrent un bon service. Et nous, notre discours auprès des constructeurs, c'est faites en sorte de choisir les bons acteurs pour contrôler l'expérience client. Et in fine, vous, vos clients sont contents, et nous, ça nous apporte du trafic, donc c'est vraiment un partenariat win-win. Donc finalement, il y a un message pour eux où vous, votre positionnement, vous le transmettez en disant que pour voilà, faire avancer le marché, il faut avoir cette simplicité d'expérience et cette rapidité de charge finalement. Ouais, je vais juste du coup ajouter une chose, mais ici, il y a une personne qui est au fond qui a une Tesla, et il me disait tout à l'heure, mais moi, je vais que chez Tesla. Et évidemment, parce qu'en fait, c'est super intégré en fait. Tesla, le GPS, il vous amène sur des sessions Tesla. Vous arrivez, vous n'avez même pas à badger. Hein. Vous branchez votre voiture, la borne reconnaît votre voiture, lance la charge, fait automatiquement le prélèvement. Donc le paiement se fait automatique. En termes de prix, il y a un prix bas. Et donc en fait, Tesla, aujourd'hui, ils ont un unfair advantage, c'est que quand ils vendent une voiture, ils te disent, bah t'inquiète pas, la recharge, on s'en occupe. Nous, on va voir les autres constructeurs et on leur dit, bah vous n'avez pas l'envie ni le temps de construire votre réseau de recharge, mais faites comme si Electra c'était le vôtre et offrez à vos clients cet avantage que Tesla offre. Donc c'est un super argument en fait pour vendre des voitures pour tous les autres constructeurs autres que Tesla. Ouais, finalement, Tesla, ils ont tout compris, ils ont tout intégré, mais vous venez apporter cette brique que n'ont pas les constructeurs. Or, on sait les enjeux d'électrifier le parc automobile en Europe et dans le monde en général. Donc peut-être qu'on pourra avoir cette conversation dans quelques années aussi et voir tout ce qui a pu changer sur ce marché. Moi, je trouve ça vraiment, j'aurais encore plein de questions. Mais peut-être pour finir rapidement, c'est quoi les grands défis de l'équipe revenu chez Electra? Là, ça fait 2 ans que vous existez. Tu as déjà abordé ce côté fidélisation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets où justement, pour avoir cette position de leader européen de la recharge électrique? Alors, moi, je dirais que le défi numéro 1, c'est demain, en 2030, on veut peu ou prou faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Et nous, heureusement ou malheureusement, quand je dis 1 milliard, comme ce n'est pas des fonds de VC qui ont investi chez nous, c'est des fonds d'infra. Les fonds d'infra, ils attendent à ce que tu le fasses sur 1 milliard. Hein. Ils investissent dans l'éolien, du solaire. Donc il y a une vraie exigence sur dérouler le plan. Et donc pour nous, toute l'ambition, c'est, comme je le disais au début, comment faire en sorte que demain, ça c'est vraiment mon endgame, quelqu'un fasse un détour pour venir chez Electra plutôt qu'aller chez quelqu'un d'autre. Sur le B2B, je pense qu'on a un plan assez solide qui déroule. Sur la partie B2C, c'est beaucoup plus exploratoire. Est-ce que c'est grâce à de la fidélisation, type abonnement, fidélité? Est-ce que c'est en créant une marque très forte et les gens, quand ils arrivent, ils achètent une voiture, ils pensent à toi parce qu'ils te connaissent? Est-ce que c'est une intégration avec les constructeurs automobiles? C'est plein de pistes à explorer et je pense que ça, il faut qu'on mette beaucoup d'énergie pour arriver à craquer en fait, ces questions-là dans les trimestres à venir. Sinon, on n'arrivera jamais en fait, à créer une préférence sur un produit qui, comme je disais en introduction, hein, reste une commodité. Un électron, c'est le même partout où vous allez. Bah merci, en tout cas, plein de défis. Je pense que tu vas être bien occupé dans les prochains mois. Merci Yvan, et je crois que le temps est écoulé. Donc si vous avez des questions pour Yvan, bah, je vous invite à venir lui poser. Et je pense qu'il... Ah, alors est-ce qu'on a le temps pour les questions? Il me semblait qu'on m'avait dit non, mais... Désolée. On peut se parler maintenant, enfin après. Merci à tous et merci beaucoup. bonne fin de journée. Bonne journée.